Alors qu'elle rentre tranquillement chez elle, une infirmière croise la route d'un groupe de garçons, et le sort qu'il lui réserve est digne des pires films d'horreur. Aujourd'hui, la triste histoire d'Anita Kobi. Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine, alors n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes dans les années 80. Anita Lorraine Kobi a 26 ans. C'est une femme épanouie qui a laissé de côté les concours de Miss et une carrière de modèle à succès pour suivre les pas de sa mère en devenant infirmière. Et c'est pendant ses études qu'elle rencontre son mari, un certain John Kobi, qu'elle épouse en 1982. Ils emménagent ensemble, mais très vite, le couple bat de l'aile. Alors ils décident de se séparer temporairement pour souffler un peu et pour mieux se retrouver plus tard. Ainsi, en 1986, Anita retourne vivre chez ses parents à Blacktown, en Nouvelle-Galles du Sud. Et le 2 février 1986 est un jour comme les autres. Elle finit sa journée de travail à l'hôpital de Sydney vers 15h et s'en va retrouver des amis à Redfern, une banlieue du centre-ville de Sydney. Ils passent la fin d'après-midi ensemble, vont dîner, puis se séparent en tout début de soirée. Vers 21h, Anita prend alors le train, comme elle le fait chaque jour, direction Blacktown, le domicile de ses parents. Et il est un peu moins de 22h quand elle arrive en gare de Blacktown, et vu l'heure tardive, elle décide, comme à son habitude, d'appeler son père pour qu'il vienne la chercher. Mais ce jour-là, la cabine téléphonique est en panne. Alors elle se dirige vers la station de taxi, mais comme elle est déserte, elle décide de faire le chemin à pied. Il est 22h et alors qu'elle s'engage dans la rue Newton Road, elle est repérée par 5 hommes. Ils sont impressionnés par la beauté de cette grande brune qui marche seule, et ils voient là l'occasion idéale de se faire plaisir. Alors ils arrêtent la voiture à sa hauteur, et 2 des hommes sautent du véhicule et se jettent sur la pauvre Anita. Elle n'a rien vu venir, elle est terrifiée et crie à l'aide, ce qui attire l'attention de la famille McGaughey. Une mère et ses 2 enfants qui étaient tranquillement chez eux. Le fils, qui a 13 ans, se précipite dehors pour voir ce qu'il se passe. Et quand il voit la jeune femme se faire traîner de force dans la voiture, ça lui glace le sang. Mais il ne réfléchit pas, et du haut de son jeune âge, il se précipite pour la sauver. Et alors qu'il est sur le point d'atteindre la poignée de la porte arrière, la voiture démarre en trombe et disparaît dans la nuit. Il fonce chez lui prévenir sa famille, et c'est ensemble qu'ils appellent la police. Ils préviennent un couple de voisins et quelques minutes plus tard, avant même l'arrivée de la police, le frère aîné de la famille, Paul, rentre chez lui en voiture. Lorsqu'il voit son frère et sa sœur hystériques en plein milieu de la route. Quand il apprend ce qui vient de se passer, eh bien il part immédiatement à la recherche de la voiture en question que son petit frère a identifiée comme une Holden Kingwood blanche. Et alors qu'il arrive dans une rue déserte, connue pour être un endroit où les amoureux viennent se bécoter la nuit, il voit une voiture vide garée sur le bas-côté de la route. Et c'est le même modèle que celui dont son frère lui parlait. Par chance, il est équipé d'une très grande lampe torche, il s'approche du véhicule, regarde dans les alentours, et ne trouvant rien, il fait demi-tour. Après tout, le modèle est très populaire en Australie. Et il ne sait pas qu'en réalité, il a localisé la bonne voiture, et que le groupe est caché tout près de là, dans les hautes herbes, à seulement une poignée de mètres de lui. Très vite, les officiers de police arrivent, mais ils ne peuvent rien faire de plus, si ce n'est sillonner les environs. Et manque de chance, le couple de voisins leur avait fourni le mauvais modèle de véhicule. Ce n'est donc même pas la bonne voiture qu'ils recherchent, sans compter qu'ils ne savent même pas qui est la femme. Mais ils vont très vite le savoir, car si dans un premier temps les parents d'Anita ne se sont pas inquiétés de ne pas voir leur fille rentrer de la nuit, ils ont supposé qu'elle avait dormi chez des amis, et bien le lendemain, c'est une autre histoire. Ils apprennent qu'elle ne s'est pas présentée à son travail, et ça ne lui ressemble pas. Alors, le jour même,
le 3 février, les parents partent déclarer sa disparition au commissariat. Mais à ce stade, les enquêteurs ne font pas encore le lien avec l'appel du jeune garçon de la veille. Il faudra attendre le lendemain matin, le 4 février, qu'un agriculteur se manifeste. Il a fait une terrible découverte sur son champ. Il a trouvé le corps supplicié d'une femme. Les enquêteurs arrivent sur les lieux et ne peuvent que constater le décès de la malheureuse. Et c'est ainsi qu'ils font le rapprochement avec Anita, la femme portée disparue la veille, et le coup de téléphone du jeune garçon. Ils réalisent que c'est elle, la femme kidnappée, qu'ils recherchent, et par chance, et grâce à la famille McGaughey, ils en savent un peu plus sur les circonstances de l'enlèvement. Ils lancent alors un appel à témoins, notamment avec la description du véhicule qui a été corrigé depuis. Et ce qui va choquer les enquêteurs eux-mêmes, c'est la violence du crime. Alors ils décident de passer sous silence les tortures infligées à Anita pour ne pas alarmer la population. Mais en vain. Car le 6 février, John Laws, un animateur de radio, décide, lui, d'alerter l'opinion publique sur le sort infâme qui a été réservé à la pauvre femme. Il estime que les habitants ont le droit de savoir ce qui s'est passé dans leur ville. Il a entre les mains le rapport d'autopsie qui a fuité, et il va le lire à l'antenne, en direct, et il est à glacer le sang. Il apprend aux auditeurs qu'Anita a été massacrée. Elle présente de nombreuses ecchymoses à la tête, au visage, sur les seins, les épaules, les cuisses, l'aine et les jambes. En d'autres termes, elle a été battue à répétition et avec rage. Pour vous donner un exemple, concernant le visage, par exemple, elle avait les 2 pommettes fracturées, le nez cassé et l'œil droit éclaté. Elle a littéralement servi de punching ball à ses assaillants. Mais ce n'est pas tout. Elle a aussi de larges plaies sur les hanches, les cuisses et les jambes, et encore plus sordide, l'une de ses oreilles est presque détachée, et c'est probablement consécutif à son égorgement. Dans son rapport, le médecin légiste précise que la tête était pratiquement, elle aussi, détachée du corps. Et il suppose qu'elle était encore consciente quand on lui a tranché la gorge, et qu'elle a essayé d'empêcher ça, car 3 de ses doigts étaient presque entièrement coupés, signe qu'elle a tenté d'arrêter la lame qui lui tranchait la gorge. Et les Australiens sont sous le choc. Une brutalité pareille, c'est du jamais vu, sans compter que la pauvre malheureuse a été violée. Et vous verrez d'ailleurs que la réalité est encore plus sordide. L'enquête est sous haute tension, les enquêteurs ont une pression terrible sur les épaules, ils doivent impérativement trouver le ou les coupables pour calmer la colère qui gronde. Et il y a urgence, la population ne leur pardonne pas de leur avoir caché toute l'ampleur de la violence du crime. Et ils attendent d'eux qu'ils résolvent cette affaire au plus vite. Alors, 2 jours après que le rapport d'autopsie est fuité, les enquêteurs organisent la reconstitution des derniers instants d'Anita. Ils habillent une agent qui ressemble à Anita avec des vêtements similaires, et ils lui font faire le même trajet à la même heure. Peut-être que quelqu'un se souviendra de quelque chose. La policière attend le train sur le quai à Sydney en direction de Blacktown, train qui arrive comme prévu à 21h12. Puis elle monte dans le train et elle se balade d'un bout à l'autre du train, sous les yeux éberlués des voyageurs qui voient la policière talonnée de près par des policiers brandissant des photos d'Anita et demandant si ça ne leur dit pas quelque chose. Ça donnera rien. Mais par chance, quelqu'un sait quelque chose. Les enquêteurs reçoivent un appel anonyme. La personne au bout du fil a des informations concernant le véhicule et il indique qu'une voiture similaire a été volée par plusieurs personnes et il donne leur nom. C'est un certain John Travers, 19 ans, Michael Murdoch, 18 ans et 3 frères, les frères Murphy, Leslie, 22 ans, Michael, 33 ans et Gary, 28 ans.
et vérification faite, ils ont tous des antécédents de violence. On dénombre des dizaines et des dizaines de condamnations à leur actif pour vol à main armée, usage de drogue, entrée par effraction, agression et j'en passe. Et le 21 février, les enquêteurs passent à l'action. Ils cueillent Travers et Murdoch chez l'oncle de Travers, ainsi que les frères Murphy à leur domicile. Mais impossible en l'état de les confondre, d'autant plus que pendant leurs interrogatoires, ils nient tout en bloc. Alors, dès le lendemain, et faute de mieux, les frères Murphy et Michael Murdoch sont relâchés. Ils sont tout de même inculpés pour le vol de la voiture et placés en liberté sous caution. Mais Travers fournit un témoignage tellement contradictoire que les officiers décident de prolonger sa garde à vue. Mais rien à faire. Il ne lâche rien, il se dit innocent et victime d'une cabale policière. Alors les enquêteurs vont faire preuve de malice. Travers avait demandé à appeler un proche pour qu'il lui apporte des cigarettes, alors les agents ont l'idée de récupérer ce numéro de téléphone et de contacter ce proche. Et ils tombent sur une femme. C'est la tante de John Travers. Elle sera surnommée, pour les besoins de l'enquête, Mademoiselle X. Comme les enquêteurs sont désespérés, ils décident de tout lui expliquer. Le passé judiciaire de Travers, ce pourquoi il est suspecté, et il lui demande son aide. Peut-être qu'à elle, il se confiera, elle accepte. Elle connaît bien la bande, alors elle tente le tout pour le tout. Elle se rend d'abord au parloir, rencontrer Travers avec un magnétophone caché dans son soutien-gorge, puis elle se rend au domicile des 3 frères Murdoch, toujours avec l'enregistreur planqué, et ça marche. Elle obtient des confessions, et les informations récupérées sont suffisantes pour inculper les 5 hommes. John, come close. Why'd you have to stop her? She saw your faces. She got your names. And you knew? The other said you had to do it. Who said it had to be done? You? You all agreed? That's not your thing, John, is it? You haven't done it before, have you? Truthfully, that's a first. Don't know if it's not funny. And the rotten bastards all fucked off on you. Do, John. Still love you. Nous sommes 22 jours après le meurtre, et la population découvre avec horreur que la pauvre malheureuse, dont le rapport d'autopsie avait déjà fait le tour du pays, eh bien qu'elle était entre les mains de 5 personnes. Et ils vont finalement d'ailleurs passer aux aveux. Et voici le terrible récit qu'ils vont faire aux enquêteurs. Alors qu'ils se baladent dans les rues de Blacktown, ils remarquent Anita. Elle est d'une beauté époustouflante. Ils la prennent en filature un instant et décident de la kidnapper. Et je vous laisse imaginer dans quel but. Ils forcent Anita à monter dans la voiture, alors elle se débat, et c'est à ce moment que le jeune adolescent de 13 ans tente de s'interposer, mais en vain. La voilà prisonnière, et ensuite, tout va très vite. Ils ne perdent pas une minute. Alors qu'ils viennent à l'instant de quitter les lieux, ils ordonnent à Anita de se déshabiller. Elle refuse. Elle les supplie de la laisser s'en aller. Elle leur dit qu'elle est mariée, et comme ça ne marche pas, désespérée, elle leur dit qu'elle a ses règles. Mais ils s'en moquent. Ils se mettent à la frapper avec une violence inouïe avant de la déshabiller de force. La pauvre malheureuse est nue, en pleurs et couverte de sang. Et elle doit en plus supporter le regard lubrique de ses assaillants dans l'habitacle exigu de la voiture. Imaginez. Il la force alors à pratiquer des fellations sur chacun d'entre eux, à la suite de quoi Anita sera violée à plusieurs reprises par 2 d'entre eux, toujours dans la voiture. Et tout le long, elle sera battue encore et encore.
Ils vont ensuite faire le plein d'essence dans une station essence avec l'argent bien évidemment volé dans le sac d'Anita. Ils lui mettent un couteau sous la gorge. Si elle crie, ils la tuent. Ensuite, direction Reen Road, un endroit isolé. Ils garent la voiture sur le bas-côté de la route et ils traînent Anita un peu plus loin dans le champ. Et incroyable hasard, c'est à ce moment que Paul McGaughey est arrivé. Le groupe se cache alors dans les hautes herbes afin d'éviter d'être repéré par la puissante lampe torche de Paul. Puis, quand ce dernier part enfin, il traîne encore un peu plus loin la pauvre Anita. Il n'hésite pas d'ailleurs à la traîner sur plusieurs mètres le long d'une clôture de fils barbelés. Elle hurle de douleur. Ses chairs se déchirent littéralement au contact des petites lames tranchantes des barbelés. Il la jette à nouveau par terre, et là, il la viole à tour de rôle. Et pendant tout ce temps, encore une fois, elle sera battue. Le rapport d'autopsie vous donne une idée de l'ampleur des coups qui lui ont été infligés. Et quand ils finissent, enfin, au bout d'un long moment, et comme l'indiquent les enregistrements de la tante Mademoiselle X, eh bien John suggère à ses acolytes de tuer Anita. Elle a vu leur visage et entendu leur prénom. Ce serait donc imprudent de la laisser vivante. Et ils sont plus que d'accord. Et c'est sous leurs acclamations que John tranche la gorge de la malheureuse qui tentera en vain de se protéger de la lame. Elle mourra moins de 2 minutes après, en tout cas d'après le rapport du médecin légiste. Il laisse le corps sur place, corps qui sera retrouvé par l'agriculteur dès le lendemain. Quand les Australiens entendent ça, ils sont d'autant plus en colère. Le sort qui a été réservé à Anita est juste ignoble. Violée des dizaines et des dizaines de fois, traînée sur des barbelés, égorgée. Trop, c'est trop, ils réclament justice. Les 5 bourreaux sont inculpés de meurtre et face à toutes les preuves, tous plaident coupables, sauf Travers qui plaide non coupable, mais il se rétractera à l'approche du procès. Et pour leur propre protection, ils sont placés en isolement afin d'éviter qu'ils ne soient attaqués par leurs codétenus. Et lors du procès, qui se tient le 16 mars 1987, les Australiens découvrent qui sont les membres de ce gang de malfrats. Travers, tout d'abord. Il est considéré comme le chef du gang et l'instigateur du crime. Il est l'aîné d'une famille de 8 enfants. Ses parents l'ont eu hors mariage alors qu'ils n'étaient eux-mêmes que de jeunes adolescents. La famille vit à Blacktown, dans la misère, la plus totale, tout petit déjà et pour pouvoir manger. Travers volait des poulets et des canards à ses voisins, sans compter que son père, avec qui il n'a jamais eu de vraie relation, quitte le foyer, abandonnant ainsi sa famille. La santé de la mère de Travers se détériore. La fratrie est alors dispersée çà et là en famille d'accueil. Travers est renvoyé de l'école secondaire à cause de son comportement et à l'âge de 14 ans, il est déjà alcoolique. Et plutôt que d'aller travailler, comme il le dira lui-même, il préfère voler. Et de ce fait, il est régulièrement arrêté. Alors il passera une bonne partie de son adolescence dans des centres de détention pour mineurs. Et c'est à cette période qu'il développe des comportements sexuels d'une telle violence qu'ils étaient assimilés à de la bestialité. Et en parlant de ça, il fait preuve d'une cruauté sans nom envers les animaux. Quant à Michael Murdoch, c'est l'ami d'enfance de Travers, et il deviendra son acolyte, avec qui il commettra nombre d'infractions. Pour cette raison, d'ailleurs, il passera une partie de son enfance et de son adolescence dans des structures carcérales pour mineurs où il sera violé régulièrement. Et désespéré, il avait même écrit, à cette époque, à plusieurs hommes politiques pour les alerter et pour qu'on le mette à l'abri de ses prédateurs. Mais en vain. Quant aux 3 frères, Michael, Gary et Leslie Murphy, eh bien, ils viennent d'une famille de 9 enfants. Michael Murphy, âgé de 33 ans, est l'aîné de la fratrie. Rien de particulier à dire, si ce n'est que ses parents l'ont envoyé vivre chez sa grand-mère à l'âge de 12 ans. Gary Murphy, lui, âgé
de 28 ans, souffre d'une déficience auditive qui a affecté sa scolarité au point qu'il abandonne ses études pour aller travailler. Et même s'il est réputé pour avoir un tempérament violent, c'est quelqu'un de travailleur, mais qui devra régulièrement tout de même faire face à plusieurs accusations de vol de voiture. Et enfin, Leslie Murphy, rappelons-le, âgé de 22 ans, c'est le cadet de la famille, c'est quelqu'un de colérique, de capricieux, il est connu pour avoir le pire caractère des trois, et encore une fois, rien de bien significatif, si ce n'est qu'il sera souvent présenté devant le tribunal pour enfants pour divers vols. Et à l'issue d'un procès long de 54 jours, où chacun essaiera de minimiser son implication dans le crime, eh bien ils seront tous condamnés à la peine maximale, c'est-à-dire la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Les parents d'Anita, face à l'horreur des sévices qu'ont subi leurs filles, ont décidé de créer un groupe de soutien aux familles de victimes et ils militeront sans relâche pour faire durcir les lois en matière de crimes. Et fort heureusement, cette épreuve n'aura pas eu raison de leur mariage, comme c'est souvent le cas. Le père décédera en 2008 à l'âge de 90 ans et la mère en 2013 à l'âge de 88 ans. Et voici ce que sont devenus les membres du gang. Travers tout d'abord. Il est toujours derrière les barreaux et est régulièrement impliqué dans des rixes sanglantes de prisonniers. Il passe son temps à menacer les gardiens et il tentera même de s'échapper d'un fourgon de police lors d'un transfert en sciant les barreaux et en tentant de défoncer la porte à coups de pied avec l'aide d'un codétenu, mais en vain. Et il est toujours en prison. Michael Murdoch ensuite. Rien de spécial à dire, si ce n'est qu'il sera placé sous haute surveillance en 2002 après qu'un codétenu ait informé les gardiens de son intention de se suicider. Et il est à ce jour toujours en vie derrière les barreaux. Michael Murphy, ensuite, il sera placé avec ses frères pour leur propre protection en unité correctionnelle de sécurité maximale, sans qu'ils ne soient pour autant autorisés à entrer en contact les uns avec les autres. Avec le temps, il sera placé dans une structure de sécurité moyenne, il reprendra ses études et sera un détenu modèle jusqu'au 21 février 2019, date à laquelle il mourra à 70 ans des suites d'un cancer. Quant à Gary Murphy, il sera emprisonné avec son frère, Michael, dans la prison de Maitland jusqu'à sa fermeture. Il sera ensuite transféré dans une nouvelle prison en 2019, et à peine 15 jours plus tard, à la mi-juin, en guise de punition, il sera sévèrement battu par une dizaine de prisonniers dans les douches. Preuve que le crime est encore présent dans les mémoires, et son agression fera d'ailleurs la une de tous les journaux australiens, et il croupit toujours à ce jour en prison où il se remet encore de ses blessures. Quant à Leslie Murphy, rien de particulier, si ce n'est qu'il croupit également toujours en prison. Cette histoire fera l'objet de nombreux reportages et livres, et en février 2016, à l'occasion du 30e anniversaire du meurtre, la police a décidé de rendre publics les aveux enregistrés de Travers et Murdoch. Souvenez-vous que Mademoiselle X avait obtenu. Un parc porte le nom d'Anita Kobi en sa mémoire. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci pour vos commentaires réactionnels, mais aussi et surtout pour vos commentaires de soutien. Ils nous donnent la force de travailler plus dur encore sur les affaires. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une autre triste histoire.